Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette formation sur la programmation réflexive, créer des occasions pour tous. Pouvez-vous imaginer aller à un concert et entendre le groupe ou le chef d'orchestre annoncer « Nous ne nous sommes pas préparés pour cet événement, nous allons improviser ». Quelle serait votre réaction? Auriez-vous confiance que ce sera un bon concert? Comme un concert réussi, une expérience éducative de qualité demande de la préparation et de l'intention. C'est là qu'entre en jeu la programmation réflexive. La programmation réflexive consiste à se demander pourquoi faisons-nous ce que nous faisons. Elle nous aide à développer des relations significatives avec les enfants, à faire le lien entre une programmation de qualité et la réduction des comportements défis, et à trouver un équilibre entre l'apprentissage guidé par l'éducateur et celui dirigé par l'enfant. À travers cette formation, nous allons explorer comment créer des expériences de programmation qui sont riches, significatives et adaptées aux enfants que vous côtoyez chaque jour. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler de la programmation en général, pourquoi elle est importante et quels éléments contribuent à une programmation réflexive et de qualité. Ensuite, nous allons explorer plusieurs outils et approches concrets que vous pouvez intégrer dans votre programme. Nous parlerons des invitations au jeu, des pièces détachées, des chariots et des clubs. Puis, nous terminerons avec deux thèmes qui suscitent souvent beaucoup de questions et de discussions, le jeu risqué et la programmation extérieure. Il y aura des moments de discussion en cours de route, donc n'hésitez pas à réfléchir à vos propres pratiques et expériences au fil des diapositives. Prenez un moment pour réfléchir à cet énoncé. Les enfants ne sont pas censés apprendre quoi que ce soit dans les programmes avant et après l'école, donc la programmation n'est pas importante. Vrai ou faux? C'est faux. Les enfants apprennent à travers chaque expérience de vie et cela ne s'arrête pas lorsqu'ils quittent la salle de classe. En fait, les heures passées dans votre programme représentent une grande partie de leur journée. Ce qui se passe pendant ce temps a un impact réel sur leur développement social, émotionnel, cognitif et physique. Une programmation de qualité ne veut pas dire remplir le temps avec des activités structurées. Ça veut dire créer un environnement où les enfants ont des occasions de découvrir, de relever des défis et de grandir au sein de relations sécurisantes avec vous, le personnel éducateur. Pourquoi la programmation est-elle si importante? D'abord, une bonne programmation motive les enfants à explorer, à s'engager et à apprendre. Quand les enfants trouvent les activités intéressantes et stimulantes, ils s'investissent davantage et c'est là que la vraie magie se passe. Ensuite, la programmation enseigne des habiletés qui répondent aux besoins individuels et du groupe. Chaque enfant arrive avec son propre bagage, ses propres forces et ses propres défis. Une programmation réfléchie tient compte de cette diversité. Un point souvent sous-estimé. Une programmation de qualité est essentielle pour réduire les comportements défis. Quand les enfants sont engagés, stimulés et sentent qu'ils ont leur place dans le programme, il y a tout simplement moins de place pour l'ennui, la frustration ou les conflits. Et finalement, la programmation offre une structure à la journée. Les enfants, comme les adultes, fonctionnent mieux lorsqu'ils peuvent anticiper ce qui s'en vient. Une routine prévisible, ponctuée d'activités variées, contribue à un sentiment de sécurité et de bien-être. Parlons de ce qui rend la programmation réflexive. Une programmation réflexive, c'est une programmation qui est pensée, ajustée et ancrée dans la réalité de votre groupe. Il y a plusieurs éléments à considérer. Le premier, c'est l'établissement de buts et d'objectifs. Qu'est-ce que vous espérez que les enfants vivent, découvrent ou développent à travers cette activité ou cette expérience? Se donner des intentions, même simples, guide nos choix. Ensuite, une programmation réflexive est basée sur les intérêts des enfants. Ça peut sembler évident, mais prendre le temps d'observer et d'écouter les enfants, ce qui les allume, ce dont ils parlent, c'est la clé pour créer une programmation qui résonne vraiment avec eux. Et bien sûr, il faut tenir compte des besoins développementaux individuels et du groupe. Votre groupe est unique. Ce qui fonctionne dans un contexte peut ne pas fonctionner dans un autre, et c'est tout à fait normal. Tout cela mène à la planification et la mise en œuvre, dont nous allons parler prochainement.
Documenter les apprentissages permet de rendre visibles les expériences vécues par les enfants et de réfléchir à nos prochaines étapes. Cela peut être aussi simple que de prendre des photos, de les imprimer et de les afficher dans le local ou encore d'utiliser des applications comme PicCollage ou StoryPark pour partager et conserver les observations. La flexibilité est également un élément central. Une programmation réflexive n'est pas figée. Elle s'adapte aux besoins du groupe, aux intérêts émergents des enfants, aux transitions et aux imprévus du quotidien. Parfois, les enfants nous amènent dans une direction complètement différente de celle que nous avions prévue et cela peut donner lieu à des apprentissages très riches. C'est pourquoi il est toujours utile d'avoir un plan B. Finalement, il est important de trouver un équilibre entre l'apprentissage dirigé par l'enfant et celui guidé par le personnel éducateur. Les deux approches ont leur place. À certains moments, nous planifions des expériences avec des objectifs précis. À d'autres, nous suivons les intérêts des enfants et les laissons guider leur exploration. Trouver cet équilibre permet de créer une harmonie dans l'environnement d'apprentissage et de répondre aux besoins de tous les enfants. Voici un exemple de jeu sans matériel, le sol et de la lave. Dans ce jeu, on fait semblant que le sol est recouvert de lave. Les enfants doivent donc traverser l'espace sans toucher le sol, en utilisant leur imagination et les éléments déjà présents dans l'environnement. Il est important d'avoir ce genre d'idées simples et flexibles à portée de main pour le quotidien. Elles deviennent particulièrement utiles lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, par exemple lors de transitions difficiles ou d'une attente trop longue. Dans ces moments-là, l'imagination permet de transformer la situation, de garder les enfants engagés et d'avancer vers notre objectif de façon positive et amusante. C'est le moment de prendre une pause et de réfléchir à votre propre pratique. J'aimerais vous inviter à penser à une expérience de programmation qui a été une réussite pour vous et pour les enfants de votre groupe. Peut-être que c'était une activité qui a créé une belle énergie dans le groupe ou un projet qui a pris vie de façon inattendue. Peut-être que c'était tout simple, une journée dehors, un bricolage improvisé ou un jeu qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Prenez un moment pour y penser. Quels éléments ont contribué à ce succès? Est-ce que les enfants avaient eu leur mot à dire dans la planification? Est-ce que l'activité répondait à quelque chose qu'ils vivaient dans leur vie? Est-ce que l'environnement était bien préparé? En prenant ce temps de réflexion, on peut s'inspirer de ces réussites pour enrichir notre programmation. On a notre deuxième vrai ou faux. Il n'est pas possible d'aménager son espace de programmation et d'offrir une variété d'activités de jeu dans un environnement partagé. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Il est vrai que travailler dans un espace partagé peut représenter un défi. On ne peut pas toujours laisser les installations en place et il faut parfois installer et ranger rapidement. Mais avec un peu de créativité et de travail d'équipe, il est tout à fait possible de créer un environnement chaleureux, accueillant et stimulant. Tout au long de notre présentation, nous verrons des exemples et des stratégies pour aménager et utiliser efficacement les espaces partagés comme les bibliothèques, les aires communes, les gymnases ou les salles de ressources. Certains programmes doivent aussi s'adapter au partage de matériel avec l'école, au changement de locaux à court préavis et aux défis liés au rangement. À la prochaine diapositive, nous vous invitons à visionner une vidéo qui présente un aperçu concret de ce à quoi peut ressembler une programmation de qualité en action. Veuillez noter que cette vidéo est également accessible à partir du lien Programmation dans la description. Voici notre centre d'apprentissage à la petite enfance. Certaines personnes l'appellent un service de garde, mais pour nous, ça ressemble plutôt à un atelier, un studio ou peut-être même un laboratoire. C'est difficile de choisir un seul mot parce qu'ici, rien n'est jamais juste une seule chose. Un pot de boutons peut devenir une soupe, un trésor ou des pièces pour notre magasin. Une bûche peut être un pont, une montagne ou un siège pour réfléchir. On ne nous dit pas quoi faire avec les choses, on découvre par nous-mêmes. On sait quand les adultes sont vraiment là, pas seulement en train de regarder de loin, mais tout près de nous.
Ils observent ce qu'on fait avant de parler et ne se dépêchent pas de corriger ou de nous dire la bonne façon de le faire. Parfois, ils attendent tellement longtemps qu'on oublie que ce sont des éducateurs et des éducatrices. On a juste l'impression qu'on découvre ensemble. Quand ils sourient à nos idées au lieu de les arrêter, ça fait grandir notre pensée. Quand on est intéressé par quelque chose, comme les trains, les couleurs, les roues, les champignons, on commence à le voir partout. Des photos, des sons, de petits objets qui nous rappellent de quoi on pensait. Ça nous fait sentir que nos pensées ne restent pas seulement dans nos têtes, elles viennent à la vie. Parfois, elles sont même écrites sur les tableaux, juste à côté de nous, pendant qu'on est encore en train d'y réfléchir. Nos idées n'ont pas besoin d'être finalisées pour être retenues. On aime qu'il y a toujours des choses à découvrir, mais pas toutes faites déjà pour nous. Des tables remplies de pièces détachées, de casse-têtes prêts à explorer. Des plateaux d'objets doux, durs, brillants et froissés. Parfois, quand je lève les yeux, je vois quelque chose sur une tablette qui brille, comme si ça m'attend. Je demande et puis, comme par magie, ça descend dans mes mains, juste à ma hauteur, pour que je puisse le toucher, le tourner et découvrir tous ses secrets. Parfois, on les trie avec soin. Et parfois, on mélange tout, juste pour voir ce qui va arriver. Personne ne se dépêche de nous arrêter. Si quelque chose se renverse, on le nettoie. Si quelque chose casse, on recommence. Quand on nous fait confiance, on commence à se faire confiance aussi. Dehors, nos corps pensent eux aussi. On s'équilibre sur les bûches, on empile des pneus, on grimpe sur des caisses, on renverse de l'eau là où il n'y a pas d'évier. C'est pas dangereux, c'est juste assez difficile pour qu'on soit fier quand on réussit. On ne réussit pas toujours du premier coup, et c'est correct. Nos éducateurs disent que c'est nous qui les guidons. Et comme ils suivent toujours notre rythme, on sait que c'est vrai. Quand les adultes suivent au lieu de nous tout diriger, on se ressent compris, valorisé et écouté. Les choses qu'on crée ne disparaissent pas quand on a fini. Des peintures qui coulent, des sculptures qui penchent un peu, des inventions en carton qui ne ferment pas tout à fait. Elles restent accrochées au mur ou posées sur les tablettes comme une preuve que la pensée compte, même quand elle est un peu désordonnée. Elle ne garde pas seulement les belles choses. Elle garde les vraies choses, celles qui racontent une histoire. On ne pense pas que notre centre est spécial parce qu'il y a du matériel de luxe. La plupart du temps, c'est juste des choses que quelqu'un a trouvées, gardées ou décidé de ne pas jeter. Mais ici, tout a du potentiel. C'est ça qui le rend spécial. Alors, si tu te demandes ce qui compte pour nous, c'est ceci. Merci de croire en nous. Merci de faire confiance au fait que nous sommes déjà des penseurs. Continue de t'émerveiller avec nous et on continuera à te montrer tout ce qui est possible. Parlons maintenant des pièces détachées, un concept qui est au cœur d'une programmation créative et ouverte. Les pièces détachées, ce sont des matériaux, fabriqués ou naturels, qui offrent des possibilités d'apprentissage ouvertes. Contrairement aux jouets avec une seule façon de les utiliser, les pièces détachées peuvent devenir ce que l'imagination d'un enfant décide qu'elles sont. Celles-ci peuvent inclure les pommes de pin, la ficelle, les cure-pipes, les bâtons de popsicle, les roches, les rampes, les bâtons ramassés dehors, la toile de jute, les blocs, le carton, les seaux et les bols. Ceci n'est pas une liste exhaustive. Les pièces détachées, ça peut être n'importe quoi qui invite à l'exploration et à la créativité. Ce qui est beau avec les pièces détachées, c'est qu'elles sont souvent peu coûteuses ou même gratuites et elles s'adaptent facilement à différents contextes, espaces et groupes d'âge. Les pièces détachées offrent une multitude d'avantages pour le développement des enfants. En jouant avec celles-ci, les enfants développent leur imagination et leur créativité. Ils exercent leur leadership lorsqu'ils proposent des idées à leur père. Ils explorent des concepts liés aux sciences, la physique, la nature, les causes et les effets. Ils enrichissent leur langage en décrivant ce qu'ils font ou ce qu'ils imaginent.
Ils pratiquent la coopération en travaillant ensemble sur un projet commun. Ils développent les habiletés de résolution de problèmes lorsque leur construction ne tient pas comme prévu. Et ils renforcent leur autonomie en faisant des choix et en suivant leurs propres idées. Ce qui est particulièrement puissant avec les pièces détachées, c'est qu'elles soutiennent une programmation dirigée par l'enfant. Ce sont les enfants qui décident comment utiliser les matériaux. Et ce faisant, ils deviennent les architectes de leur propre apprentissage. En tant que membre du personnel éducateur, votre rôle est d'observer, d'enrichir et de suivre l'élan des enfants. Parlons maintenant des activités sensorielles. Les activités sensorielles offrent des avantages qui vont bien au-delà du plaisir immédiat. Elles favorisent l'exploration et la créativité, soutiennent l'attention soutenue et aident les enfants à s'engager plus longtemps dans une activité. Elles contribuent aussi à l'autorégulation, car elles ont souvent un effet apaisant sur le système nerveux, ce qui peut être particulièrement utile en fin de journée ou lors des transitions. Il est important de tenir compte des intérêts et des besoins sensoriels de tous les enfants. Certains recherchent des activités calmes et ciblées après l'école, tandis que d'autres ont besoin de bouger davantage. Le sensoriel permet de répondre à ces différents besoins de stimulation tout en offrant des expériences simples et engageantes. Des activités comme l'eau, le sable, la pâte à modeler ou l'argile peuvent être très apaisantes, alors que d'autres favorisent davantage le mouvement et la motricité globale. C'est pourquoi il est important d'offrir un équilibre entre les activités calmes et actives dans la programmation. Voici un autre vrai ou faux. La programmation devrait être basée sur les intérêts et les besoins des enfants. Ceci est vrai. Intégrer les intérêts des enfants dans la programmation crée un sentiment d'appartenance, favorise l'engagement et peut réduire les comportements défis. On passe maintenant aux chariots et wagons d'exploration. L'idée est de créer de véritables espaces d'apprentissage mobile. Pensez-y comme à du camping. Tout le matériel nécessaire est organisé sur un chariot et prêt à être transporté et installé dans différents espaces. Un chariot bien organisé peut transformer rapidement un local, un corridor ou un espace extérieur en milieu de jeu riche et invitant, tout en facilitant le rangement à la fin de la journée. Un élément clé est la collaboration avec les enfants. Les impliquer dans le choix, le tri et l'organisation du matériel favorisent leur engagement, leur autonomie et leur sentiment d'appartenance au programme. Le matériel devrait soutenir l'exploration, la créativité et les intérêts des enfants. Pensez à inclure du matériel de construction, des pièces détachées, des livres, du matériel de jeu symbolique ainsi que quelques outils favorisant le retour au calme. Enfin, une bonne organisation est essentielle. Des bacs transparents et un système de rangement simple permettent aux enfants de trouver et de ranger le matériel de façon autonome. Un chariot bien entretenu devient ainsi un outil flexible et efficace pour offrir une programmation de qualité, peu importe l'espace disponible. À la prochaine diapositive, je vous invite à visionner une vidéo sur les chariots en prenant note de la façon dont le matériel est présenté, organisé et rendu accessible aux enfants. Veuillez noter que cette vidéo est également disponible à partir du lien Les chariots dans la description. La mise en œuvre d'un chariot bien organisé est une excellente façon de favoriser la curiosité, l'autonomie et l'organisation chez les enfants d'âge scolaire. Il ne s'agit pas seulement des matériaux sur le chariot, mais aussi d'impliquer les enfants dans le processus de créer leur chariot. En collaborant avec eux, vous vous assurez que les intérêts et les idées sont considérés. Ceci rend l'expérience enrichissante et significative pour eux. Et puis, les chariots, c'est tellement amusant! Lorsque vous mettez en place votre chariot, prenez des décisions sur le matériel et en quelle quantité en fonction des intérêts des enfants. Créez de l'ordre en déterminant comment le matériel sera utilisé et rangé. Organisez plusieurs chariots par thème et fonction, par exemple, les collations, le bricolage ou les jouets de construction. Dans une salle partagée, vous pouvez utiliser les chariots pour définir la fonction de l'espace.
Maximisez le rangement en ajoutant des contenants ou des pochettes qui peuvent être accrochées sur les côtés du chariot. Ajoutez un tableau d'affichage pour que les enfants puissent écrire les points forts de leur journée ou faire des demandes pour du matériel dont ils ont besoin, comme manque de ruban collant. Soyez créatifs. Quel autre équipement ou matériaux pouvez-vous inclure qui sont faciles à déplacer et à ranger? Pour plus d'inspiration sur les chariots, explorez les idées de Makerspace pour enfants. Le chariot en lui peut être un excellent projet collaboratif avec les enfants, les encourageant à penser de manière créative et à travailler en équipe. Lorsque les enfants sont engagés dans la planification, les achats du matériel et la construction et l'organisation du chariot, vous favorisez aussi leur sentiment d'appartenance au programme. Bon chariot! Parlons maintenant des clubs. Les clubs offrent de nombreux avantages. Ils favorisent l'engagement car les enfants participent à des activités liées à leurs intérêts. Ils soutiennent aussi la création de liens positifs puisque les enfants se retrouvent avec d'autres qui partagent les mêmes passions. Cela renforce le sentiment d'appartenance, l'estime de soi et la motivation à participer. Les clubs encouragent également l'autonomie, la coopération et peuvent contribuer à réduire les comportements défis car les enfants sont plus investis et occupés de façon significative. L'idée est simple. Les enfants se regroupent selon leurs intérêts pour explorer un sujet de façon plus approfondie. Cela peut être un club de cuisine, de nature, de sport, de bricolage, de lecture, de détente ou de construction. Pour les mettre en place, on commence par demander aux enfants leurs idées et par identifier qui souhaite participer en gardant une approche flexible. Certains enfants peuvent participer à temps plein, de façon occasionnelle ou pas du tout. On peut ensuite créer une feuille d'inscription, définir les objectifs des clubs et planifier l'horaire et les lieux. La planification du matériel est aussi importante. Déterminer ce dont chaque club a besoin, qui prépare le matériel et utiliser d'abord ce qui est déjà disponible avant d'ajouter de nouvelles ressources. Les clubs peuvent être dirigés par les enfants, par les adultes ou co-animés et mener à des projets à partager avec le groupe. Je vous invite également à visionner une vidéo à ce sujet en cliquant sur le lien dans la description intitulé « Club au parascolaire ». Je vous invite à prendre un autre moment de réflexion. Quelles sont vos idées et vos expériences de club pour les enfants d'âge scolaire? En avez-vous déjà mis en place dans votre programme? Est-ce que les enfants ont déjà proposé des idées qui vous ont surpris ou inspiré? Quel talent, passe-temps ou habileté aimeriez-vous partager avec les enfants? Cela peut être la photographie, le tricot, la musique, la cuisine, le jardinage ou le dessin. Ces passions peuvent devenir la base de clubs riches et motivants et les enfants apprécient beaucoup de découvrir les intérêts des adultes qui les accompagnent. Enfin, prenez un moment pour réfléchir aux possibilités, aux défis et aux avantages des clubs. Quelles ressources avez-vous déjà? Quels défis pourriez-vous rencontrer? Et surtout, comment pourriez-vous les surmonter? Prenez quelques minutes pour y réfléchir. Et si vous êtes en groupe, profitez-en pour partager vos idées. On arrive maintenant à un sujet qui soulève souvent beaucoup de questions et parfois même de l'anxiété, le jeu risqué. Commençons par un vrai ou faux. Le jeu risqué est dangereux et doit être évité dans la programmation en service de garde. C'est faux. Il peut y avoir quelques petites bosses et égratignures, mais le jeu risqué présente de nombreux avantages. Selon les recherches, les enfants sont plus susceptibles de se blesser à la maison que dans les bois ou dans un parc. Le jeu risqué. Le jeu risqué est un type de jeu physique, expressif et stimulant qui comporte un certain niveau de défi ou d'incertitude. Pour certains enfants, cela peut être aussi simple que de se tenir en équilibre sur le bord du bac à sable ou aussi complexe que grimper dans un arbre, marcher en équilibre sur un tronc ou participer à des jeux de lutte avec un bâton ou des nouilles de piscine. Ce type de jeu permet aux enfants de développer plusieurs compétences essentielles. Ils apprennent à prendre des décisions en évaluant jusqu'où ils veulent aller.
Ils développent leur capacité à résoudre des problèmes en trouvant des façons de grimper, traverser ou construire. Ils affinent leur jugement des risques en distinguant ce qui est sécuritaire ou non. Ils apprennent aussi à gérer les défis et l'inconfort et à s'adapter à des situations changeantes, notamment dans des environnements naturels. En plus de ces apprentissages, le jeu risqué soutient la santé mentale ainsi que le bien-être physique des enfants. L'élément clé reste toutefois les limites que nous mettons en place. Cela peut inclure des mots de sécurité, des consignes claires comme « vous avez 5 minutes, puis on arrête » ou encore des vérifications régulières pendant le jeu. Par exemple, « Comment ça va? Est-ce que c'est encore amusant? » ou « Te sens-tu en sécurité? » Le jeu risqué varie selon l'âge, le développement et les habiletés de chaque enfant. Par exemple, pour des tout-petits, cela peut être aussi simple que d'utiliser un tronc comme une bascule. Pour des enfants d'âge préscolaire, il peut s'agir de grimper sur un rocher ou d'utiliser un éplucheur pour retirer l'écorce de petites branches. Les enfants de maternelle peuvent apprendre à utiliser des anneaux et une corde pour créer un fil d'équilibre, ou encore un marteau et des tiges de golf pour clouer dans des citrouilles. Quant aux enfants d'âge scolaire, ils peuvent utiliser des outils comme une scie, un marteau et des clous pour construire différents projets. Le jeu risqué ne veut pas dire laisser les enfants faire n'importe quoi sans encadrement. Le rôle du personnel éducateur est essentiel. Il s'agit d'accompagner les enfants, de gérer les risques et de créer un environnement où ils peuvent relever des défis de façon sécuritaire. D'abord, il est important de veiller au respect de toutes les procédures de santé et de sécurité et d'établir des limites claires avant le début du jeu. Cela peut inclure la révision des attentes, la création de plus petits groupes au besoin et la définition de limites physiques. Par exemple, si tu ne peux plus me voir, tu es allé trop loin. Il est également utile de prévoir un signal clair pour rassembler les enfants. Avant de commencer, il faut aussi s'assurer que l'équipement est sécuritaire et en bon état. Par exemple, que les éplucheurs et les couteaux soient bien aiguisés, que les mousquetons ferment correctement ou que les cordes ne sont pas effilochées. Une supervision étroite demeure essentielle. Cela ne signifie pas intervenir constamment, mais plutôt d'être présent, attentif et prêt à soutenir les enfants lorsque nécessaire. Il est également important de favoriser l'inclusion afin que tous les enfants puissent participer aux jeux risqués. Par exemple, dans une activité de soccer, on peut adapter le jeu ou offrir un deuxième ballon pour permettre à davantage d'enfants de vivre une expérience positive. Enfin, prendre le temps de montrer comment utiliser le matériel de façon sécuritaire est une étape clé. Que ce soit pour un éplucheur, un marteau, un couteau ou même des bâtons utilisés dans un jeu symbolique, l'enseignement et l'accompagnement de l'adulte permettent aux enfants de développer leurs compétences et leur confiance. Combien de fois par jour dites-vous « fais attention ». C'est souvent un réflexe automatique, une façon d'exprimer notre souci pour la sécurité des enfants. Cependant, cette expression peut parfois susciter de la peur ou de l'incertitude chez les enfants. De plus, elle est très vague. Quand on dit « fais attention », que veut-on réellement dire? Que doit faire l'enfant différemment? Au lieu d'utiliser une consigne générale, nous pouvons donc offrir des commentaires plus précis qui aident l'enfant à analyser la situation et à prendre des décisions. Par exemple, « Te sens-tu en sécurité, inquiet ou excité? Comment vas-tu descendre ou traverser? Concentre-toi sur ce que tu fais. Essaie d'utiliser tes mains et tes pieds. Prends ton temps. Donne-toi assez d'espace. Quel est ton plan si tu grimpes dans cet arbre ou sur ce rocher? » Ces formulations encouragent les enfants à réfléchir aux risques, à observer leur environnement et à développer leur jugement. L'objectif n'est pas de leur faire peur, mais plutôt de les aider à se sentir confiants et compétents dans la gestion des risques, tout en leur montrant qu'il est possible de participer à des activités de jeu risquées de façon sécuritaire. La programmation pour l'extérieur n'est pas nécessaire. Les enfants trouveront de façon autonome des activités et des jeux à faire. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux.
La programmation à l'extérieur est tout aussi importante que la programmation à l'intérieur. Bien qu'elle offre davantage de liberté de mouvement, elle demeure une occasion riche d'apprentissage, d'exploration et de développement. Comme à l'intérieur, les enfants bénéficient d'un certain niveau de planification et de structure pendant le jeu extérieur. Certains trouvent facilement une activité qui les intéresse, tandis que d'autres ont besoin un peu plus de soutien, de suggestions ou d'options pour s'engager pleinement dans le jeu. C'est pourquoi il est utile d'offrir une variété de possibilités, qu'elles soient dirigées par l'enfant, guidées par l'adulte ou co-animées. Cette diversité permet de répondre aux différents intérêts, besoins et styles de participation des enfants. Enfin, n'oublions pas l'importance de notre propre engagement. Lorsque les enfants voient des adultes qui participent, démontrent de l'enthousiasme et prennent plaisir à jouer, ils sont souvent plus motivés à explorer, à essayer de nouvelles choses et à s'impliquer eux aussi. La programmation extérieure offre des expériences uniques et précieuses pour les enfants, dont plusieurs sont difficiles à recréer à l'intérieur. D'abord, l'extérieur procure un sentiment de liberté. Les enfants peuvent courir, grimper, sauter, faire du bruit et bouger leur corps de différentes façons. Cette liberté de mouvement et le contact avec l'air frais peuvent avoir un effet positif sur leur bien-être et leur autorégulation. Cela dit, tous les enfants ne recherchent pas ce type de jeu. Il est donc important de proposer une variété d'options comme des matériaux libres, soit du bois, toile de jute, pelle, casserole ou autres objets ouverts à l'exploration, ainsi que des activités plus structurées lorsque nécessaire, comme une chasse au trésor, une partie de soccer ou un jeu de groupe. L'extérieur offre également des possibilités d'apprentissage différentes grâce à l'exploration et à la découverte. La nature est un environnement riche et en constante évolution. Les enfants peuvent manipuler des roches, des feuilles, de l'herbe, des fleurs, de la neige ou de la glace, observer les changements des saisons et poser des questions sur le monde qui les entoure. Il est aussi possible d'apporter des activités habituellement réalisées à l'intérieur vers l'extérieur, comme la peinture ou la construction, afin d'offrir une expérience nouvelle et stimulante. Enfin, la programmation extérieure favorise de nombreux aspects du développement, notamment la coopération, l'autonomie, l'engagement, la socialisation, le bien-être et la motricité globale. Que ce soit dans une cour d'école, un parc, un espace vert ou même un stationnement transformé en espace de jeu, les possibilités sont nombreuses. L'important est d'y apporter une intention et de rester à l'écoute des intérêts et des idées des enfants. Nous arrivons maintenant à notre dernière réflexion et c'est une belle occasion d'intégrer ce que vous avez appris aujourd'hui. Voici la question. Comment pourriez-vous intégrer le jeu risqué et la programmation extérieure avec votre groupe? Pensez à votre espace extérieur actuel. Quelles opportunités s'y trouvent déjà et comment pourriez-vous les mettre davantage en valeur? Y a-t-il des arbres, des structures, du sable, de l'eau, des zones naturelles que les enfants pourraient explorer davantage? Pensez aussi aux ajustements que vous pourriez faire dans votre pratique, que ce soit dans votre façon de superviser, dans le matériel que vous apportez dehors ou dans les limites que vous donnez aux enfants. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas à tout changer du jour au lendemain. Commencez par une petite chose, laissez les enfants grimper un peu plus haut, apporter un sac de pièces détachées dehors ou proposer une activité de jardinage. Chaque petit pas compte. Arrivons maintenant à la fin de cette formation et c'est l'occasion de revenir sur quelques idées clés. Tout au long de la formation, nous avons vu qu'une programmation réfléchie et intentionnelle motive les enfants à explorer, à s'engager et à apprendre. Elle permet de répondre à leurs besoins, à leurs forces et à leurs intérêts, tout en tenant compte de la dynamique du groupe. Nous avons également vu qu'une programmation réflexive offre une structure rassurante, favorise le sentiment d'appartenance, contribue à réduire les comportements défis et soutient le développement de relations positives entre les enfants et le personnel éducateur. Nous espérons que les idées et les stratégies présentées aujourd'hui vous inspireront et nous vous invitons à réfléchir aux éléments que
que vous aimeriez intégrer ou essayer dans votre programme afin de continuer à enrichir les expériences offertes aux enfants. Voici à l'écran quelques ressources qui peuvent vous soutenir dans votre pratique au quotidien. Nous vous invitons à consulter notre site web et à vous abonner à notre infolettre à l'aide des liens affichés à l'écran. Vous y trouverez une variété d'outils, de ressources et d'informations utiles. Vous pouvez également explorer notre bibliothèque de ressources bilingues située au 700 Avenue Industrielle Bureau 600. Elle offre des livres de référence, des livres pour enfants ainsi que du matériel pédagogique en français et en anglais. N'hésitez pas non plus à suivre Inclusion Ottawa sur les réseaux sociaux et à consulter notre chaîne YouTube, notamment la liste de lecture des services d'inclusion pour enfants qui regroupe plusieurs vidéos et ressources complémentaires. J'espère que ce webinaire sur la programmation réflexive vous a été utile et je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette présentation aujourd'hui. À bientôt!